les sous-factions des différents peuples de la destruction ont tendance à se créer dans des conditions plus simples que les autres grandes allégeances. Elles vont généralement être fortement affectées par l'environnement, leurs préférences au combat ou encore leurs croyances religieuses. Juste assez de ce qu'il faut pour donner un minimum d'identité de groupe. Quelque chose qui va permettre à ces différents peuples au tempérament assez instable d'éviter de constamment se battre entre eux, même si cela arrive tout de même bien souvent. Malgré les différences entre toutes ces cultures, elles ont toutes un tronc commun qu'est Gorka Morka, le dieu bicéphale de la destruction. Et cela semble permettre un mélange assez facile entre toutes ces différentes cultures. Cela semble même arriver bien plus fréquemment et plus aisément que les autres grandes allégeances. La raison à cela est très simple, les peuples de la destruction respectent la force, qu'elle soit obtenue par la brutalité ou la ruse. Cela fait aussi que parfois, les WAG menés par certains grands boss ont parfois presque autant d'identité que ces différentes cultures elles-mêmes. C'est pourquoi on va aussi parler des plus grandes hordes et WAG, menées par les plus puissants et influents individus de la destruction. Les cultures des villes du Fiel Obscur sont unies dans leur vénération de la mauvaise lune, et en l'avènement de la grande moiteur, un âge crépusculaire où des ombres humides et moites engloutiraient toute chose. Le terreau rêvé pour les créatures des villes du Fiel Obscur, comme les grottes et les trogotes qui prospèrent dans les environnements sombres et humides. Cela dit, on est loin d'avoir un consensus parmi les croyances des villes du Fiel Obscur. Il y a les clans de la Lune qui sont les plus représentatifs et qui pensent que la mystérieuse mauvaise lune a obtenu ses pouvoirs de Gorka Morka lorsqu'il aurait essayé de croquer dedans, il se serait brisé un croc. Là où les crocs d'araigne, les monteurs d'araignées, pensent qu'il s'agit d'un œuf de la déesse araignée et qu'un jour il finira par craquer pour faire pleuvoir sur le royaume les enfants de la déesse arachnide. Les grottes des Villebandes monteurs de l'eau, quant à eux, vont avoir une entité supplémentaire dans leurs croyances. Une sorte de mauvais soleil opposé à la mauvaise lune qui se nomme Briefas Crèves-Yeux. À partir de ces différents clans réunis autour de ces croyances, il va y avoir différentes sous-cultures pour chacune d'entre elles et qui vont avoir des petites variations qui vont les différencier. La première d'entre elles va être celle des braqueurs. Un clan se trouvant dans les collines feutrées d'Ulgu, le royaume des ombres, est mené par un louve boss nommé Hogwarts le Magnifique. Il a la réputation d'être assez arrogant parmi les villes du Fiel Obscur, car il prétend avoir déjà réussi à invoquer la grande moiteur, car les terres où se trouve son clan sont constamment dans l'ombre. Ce qui n'est techniquement pas faux, mais le truc c'est que quasiment tout le royaume des ombres est comme ça. Ce royaume permet littéralement la nuit dans les autres royaumes, en éclipsant Ish, le royaume de la lumière. Donc Hogwarts se vante littéralement d'un phénomène naturel. Malgré ça, le fait est que cet environnement est parfait pour les siens. Pour les braqueurs, il n'y a aucun doute, ils vivent déjà dans la grande moiteur, leur paradis crépusculaire tant prophétisé. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à en profiter. Et c'est là qu'on voit un peu que l'arrogance de leur louve boss s'est un peu étendue à tous les braqueurs. Ils sont tous convaincus d'avoir remporté une victoire cosmique, et ce, sans qu'il n'ait quasiment rien fait pour. Et ce mensonge par omniscient en quelque sorte, leur a permis d'attirer encore plus de force des villes du Fiel Obscur et a énormément agrandi leur rang. Aussi, Hogwarts étant presque un menteur compulsif, il s'est aussi servi de sa réputation pour tenter de prendre des territoires d'autres chefs en leur lançant des paris et des défis, auxquels il a d'ailleurs quasiment toujours triché, aidé par ses différents chamans, maîtres de la magie des ombres, qui pouvaient donner l'illusion qu'ils avaient accompli. Au final, le nom des braqueurs leur sied à merveille. Ils ont littéralement volé leur réputation à tous les niveaux. Ensuite, il y a un autre groupe de villes du Fiel Obscur, à Akshi, le royaume du feu, dans la forêt enflammée du pont de la Bête. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce brasier éternel est qu'il n'est pas naturel. Il est dû à des enchantements et à l'invocation d'esprits de feu de la nation de mages d'Aspiria. Ils ont fait cela pour leur défense, afin de couper ce passage vers leur terre, ce qui a empêché des WAG pauvertes et des hordes de cornes de les attaquer. La région est quasiment inhabitable, sauf par les étouffeurs de Klagit, qui ont appris à survivre au milieu de ces brasiers éternels. Et ce, en se recouvrant constamment de salive, de slime et de vomi. Ils pensent qu'ils ont une mission sacrée, éteindre chaque flamme qu'ils trouvent, ce qui leur permettra d'étouffer aussi ce fumier de Briefas Crèves-Yeux. Ce qui est totalement logique de leur point de vue. C'est pourquoi Klagit, leur louve boss, était convaincu que le meilleur endroit était la forêt enflammée du pont de la Bête, qui est constamment ravagée par ces fameux esprits de feu incontrôlables
qui consument tout sur leur passage. Il s'y trouve aussi des arbres particuliers qui semblent pouvoir renaître de leurs cendres chaque semaine, ce qui explique pourquoi ce brasier dure depuis des siècles. La plupart des étouffeurs de Claggit se trouvent dans des cavernes en dessous de cette forêt, et ils ne les quittent que pour leur fameuse mission sacrée, pour aller combattre ceux qui osent utiliser le feu. C'est pourquoi on les voit souvent attaquer des loges pyrotueurs à Aqshy ou encore des cabales de Tzeentch. Vient ensuite la gueule de Mork. Là où la plupart des autres grottes ont un tabou autour de la mauvaise lune, les membres de cette Squigalanche, des monteurs de Squig, cherchent un moyen de sauter le plus haut possible pour directement l'atteindre. Ces cavaliers Squig rebelles se font appeler les frères du rebondissement, ou tout simplement les loups par les autres. Ils poursuivent la mauvaise lune dans des ruées frénétiques qui finissent par se transformer en Squigalanches incontrôlables. Et chacun d'entre eux cherche à sauter suffisamment haut pour atteindre la mauvaise lune. Et la mâchoire de Mork est réputée pour être la plus grande d'entre elles. Ce groupe est originaire du Veld d'Iska, à Giran, le royaume de la vie. La fertilité du terreau de cette région accélère le développement des spores et garantit donc un renouvellement constant de Squig, à un point tel qu'ils peuvent atteindre la maturité en à peine quelques jours, voire seulement quelques heures sous la lumière de la mauvaise lune. Face à cette marée de dents et de griffes, les ennemis succombent sous leur nombre. Que ce soit des forteresses de pierre, des lignes de boucliers ou des défenses improvisées, rien n'est à l'abri de cette avalanche rouge tombant du ciel. Mais les Squig ne sont pas que des armes et des montures pour la mâchoire de Mork. Ils servent aussi bien sûr de nourriture, mais aussi d'ingrédients alchimiques, de divertissement et même d'inspiration. Les grottes de ces bandes en font leur mascotte. Ils les voient comme des symboles vivants de leur nature instable et bondissante. Ensuite, il y a les grouilleuses sombres, des grottes creux d'araignes, monteurs d'araignées, vivant dans les pics de Neferratia à Shaish. Ces membres sont les plus fervents adorateurs de la déesse araignée et cherchent sans cesse des sacrifices à lui donner lors des nuits où la mauvaise lune apparaît. Parmi les rangs de leurs armées, on peut voir de nombreux Arachnarok tisgrouilles, des prédateurs maléfiques au royaume de la mort qui sont capables de tisser des portails vers une autre réalité. Ces créatures sont d'ailleurs très loin d'être de simples bêtes de guerre. C'est elles qui ont accepté d'être vénérées par les grottes et qui permettent à cette tribu de les suivre à travers leurs portails, ce qui leur permet d'aisément contourner les défenses de leurs ennemis. La dimension par où elles semblent passer serait l'après-vie de toutes les araignées des royaumes, et l'antre de la déesse araignée elle-même. Mais étrangement, cela fait aussi beaucoup penser à la magie des traqueurs d'ombre kainites qui passent par la toile umbrale. Pour arriver à tisser des portails vers cette étrange dimension, elles tisseraient leur toile à partir de l'essence même des âmes. Les grouilleuses sombres sont constituées de plusieurs petits clans qui vénèrent chacun une Arachnarok tisgrouille individuelle. Actuellement, le plus grand de ces clans est celui qui vénère la chef à 7 yeux, une Arachnarok très ancienne et bouffie qui est extrêmement intelligente. On dit qu'elle a un jour tendu un piège à une coterie de vampires Runham et qu'elle les a dévorés jusqu'au dernier, ce qui lui aura permis d'absorber leur énergie nécromantique. Maintenant parlons de la plus grande assemblée de villes de fil obscur qui va réunir ces différentes cultures. Celle de Skragroth, le roi Louf. Sa forteresse, le Mont Ferraille, se trouve sur le continent d'Ayada, à Shamon, le royaume du métal. Bien que récemment, il a perdu une grande partie de cette région aux Skaven. Il est considéré comme une légende parmi eux, car il serait capable de prévoir les apparitions de la mauvaise lune. Ce qui, naturellement, l'a fait voir comme son grand prophète. La réalité est que Skragroth est assez malin. Il a capturé toutes sortes de voyants et de devins et les a enfermés dans une sorte d'asile où ils sont drogués avec des champignons et lui permettent de prévoir avec plus ou moins de précision les apparitions de cette étrange entité. Les différents clans Orruk sont très caractérisés par leurs besoins de bataille et aussi par leur vénération de Gorka Morka. Et là aussi, chacun va avoir ses propres interprétations théologiques. Il existe de nombreux clans différents à travers les royaumes, beaucoup dont on n'a sans doute pas connaissance, mais de ceux qu'on connaît, ceux qui semblent les plus présents sont les Mâches-Fer et les Kruleboyz. Les deux cultures vénèrent Gorka Morka, mais les Mâches-Fer sont un peu plus proches du côté gorkien, là où les Kruleboyz du côté morkien. Commençons déjà avec la sous-faction la plus représentative des Mâches-Fer, les Soleils de Fer, ou les Soleils de Fer comme ils disent. Cet immense clan est dirigé par le redoutable méga-boss Dagbad.
Ce dernier a accédé à ce rang en laissant derrière lui une traînée d'os brisés et de crânes fracassés, prenant la tête du clan après avoir éliminé son prédécesseur, qui a livré en pâture à son propre Mokresha. Contrairement aux autres mâches-fer, les soleils de fer sont connus pour user d'un peu plus de ruse en combat. Ils attendent des tempêtes pour attaquer des défenseurs munis d'armes à feu et tendent des pièges à leurs ennemis en feignant la faiblesse avant de contre-attaquer au dernier moment. Dagbad est un boss assez représentatif de la nature des soleils de fer. Il s'entoure de méga-boss presque aussi malins que lui et tous suivent son exemple en préparant soigneusement leurs assauts parfois des heures, voire des jours à l'avance. Une patience assez inhabituelle chez les mâches-fer. Parmi ses exploits notables, Dagbad a orchestré la chute d'un seigneur du chaos nommé Felgraen en libérant les créatures monstrueuses de ses propres ménageries contre lui. Il a également soumis des crocs d'araigne en matraquant leur reine Ragnarok jusqu'à ce qu'elle plie le genou. Il a aussi participé au siège de la Porte-Gueule, aux côtés de Gordrak, le point de Gork. L'Omniporte, lié aux 8 points, qui se trouve dans le gosier du dieu animal Fangatrak. Mais peu après, Dagbad en eut assez de suivre Gordrak et est parti suivre son propre chemin. Gordrak est d'ailleurs aussi un célèbre chef des soleils de fer, cependant sa WAG est assez vaste et diversifiée, rassemblant toutes sortes de créatures issues des peuples de la destruction. C'est pourquoi il n'est pas seulement considéré comme un soleil de fer par beaucoup, mais comme l'un des plus grands boss de la destruction. Une autre chose qui va caractériser les soleils de fer est leur couleur jaune vive. Certains pensent que cela vise à imiter les immortels dorés du dieu roi. D'autres que cette couleur vive vise à attirer les bêtes sauvages de Gur. Et d'autres pensent simplement que le jaune fait mieux ressortir les éclaboussures de sang, et montrerait bien que c'est bien eux qui se battent le plus fort. Ensuite, il y a les dents de sang. Comme beaucoup d'autres mâches-fer, ce sont des nomades, mais ils sont aussi assez connus pour leur armure rouge, leur approche brutale et leur obsession pour la vitesse. Et là, on dirait une petite référence chez les peaux vertes par rapport à la couleur rouge qui permettrait d'aller plus vite. Ces Aurochs sont sans cesse en mouvement et passent sans cesse de porte-royaume en porte-royaume. Certains pensent que la main de Gorka Morka les guide à chaque porte-royaume. D'autres pensent qu'il ne s'agit que de pure chance. Quoi qu'il en soit, les dents de sang atterrissent toujours quelque part où il y a une bonne baston qui les attend. Ce clan a été fondé par le méga-boss Zogbak, mais sa direction a pris un tournant le jour où il a été tué par Dagbad, le chef des soleils de fer, pendant la bataille pour la Porte-Gueule. Depuis, le clan a un nouveau chef nommé Braka, qui a juré vengeance contre Dagbad. Même s'il a tendance à avoir une mémoire à court terme et se perd souvent bien vite dans la frénésie du mouvement perpétuel des dents de sang. Leur culture se reposant sur la vitesse, ils possèdent naturellement un grand nombre de grunta, des sangliers géants. Sur le champ de bataille, une armée dents de sang ressemble davantage à une course effrénée où l'ennemi est simplement un obstacle à écraser. Ils foncent droit devant, utilisant leur nombre et leur vitesse pour déborder leurs adversaires avant même que ceux-ci ne puissent réagir. Pour eux, le combat n'est pas une question de stratégie, mais de pur plaisir. Plus ça va vite, mieux c'est. Il y a ensuite les Kikoupes, qui sont facilement reconnaissables à leurs armures bleues. Ces mâches-fer semblent animés d'une ferveur destructrice. Ils considèrent la culture et l'art comme des offenses à Gorka Morka. Ils se donnent pour mission de vandaliser les plus grandes œuvres des royaumes. Que ce soit des statues renversées, des jardins en flammes, des citadelles défigurées, partout où ils passent, ils imposent leur propre vision du progrès, avec des grands guillemets. Leur chef est surprenamment un chaman bizarnob nommé Karok, et qui arbore sur son bâton le crâne noirci de l'ancien méga-boss Dogrok. Et nombre d'Aurochs du clan trop superstitieux pour remettre cela en question continuent à lui obéir. Ironiquement, malgré le mépris apparent pour toute forme d'art, les Kikoupes accordent une attention obsessionnelle à l'apparence de leur propre armure. Ils veulent toujours que leur équipement soit d'un bleu profond, agrémenté de damier blanc. Dans leur croisade contre la civilisation, ils ne se contentent pas de détruire, mais ils recrutent aussi. Lorsqu'ils croisent d'autres peaux vertes qui ne saccagent pas activement quelque chose, ils les harcèlent et les battent jusqu'à ce qu'ils rejoignent leur vague de destruction. À travers les âges, ils ont perfectionné leur art, devenant des orateurs aussi efficaces que des combattants, capables d'inciter à la ruine par la parole seule. Ensuite, du côté des sous-factions des Crawl Boys, leur clan majeur le plus répandu est celui des lames qui surinent. Leur arrivée est souvent annoncée par une brume nauséabonde, un brouillard si épais qu'il réduit tout à une masse grise,
à l'exception de boucliers rouges éclatants, semblables à des prédateurs ricanants tapis dans la brume. Ceux qui respirent trop profondément cette brume s'étouffent et subissent d'horribles visions, amplifiées par le rire moqueur des Cruel Boys. Ce nuage toxique est concocté par les chamans du clan à partir d'ingrédients hallucinogènes, et c'est l'arme secrète qui a permis aux lames qui surinent de s'étendre à travers le cœur de Gur. Ils sont d'ailleurs originaires de la région de Tondia, au royaume de la bête. Mais simplement s'étendre ne leur a pas suffi. Il y a quelque temps déjà, ils ont pris possession de fragments de la lance de Malus, issus de la cité d'Excelsis, qui leur a permis d'avoir des visions de futur qui annonçaient l'ascension d'une puissance capable de raser chaque cité et forteresse de Gur. Et récemment, cet être a fini par apparaître, Kragnos, la fin des empires. L'un des chefs issus de ce clan, Gobsprak, la bouche de Mork, a réussi à devenir son interprète et son conseiller, et ensemble, ils ont réuni l'une des plus grandes wags de la destruction, qui a même pendant un temps supplanté celle de Gordrak, jusqu'à ce que Kragnos soit enfermé de nouveau. Il y a ensuite un autre clan qui s'appelle les Hurleurs. Fidèles à leur nom, et contrairement à leurs prédécesseurs, ils sont loin d'être discrets. Au combat, ils frappent bruyamment des gongs en ferraille, tandis que leurs boucliers jaunes éclatants attirent tous les regards. Ils sont aussi assez célèbres pour leur arbre à l'étrier et pour leurs machines de guerre. Il leur arrive même d'envoler aux cités de Sigmar, et on les a donc même vus utiliser des mécaphores. Ils sont originaires à la base de la région d'Ayada au royaume de Shamon, ce qui fait qu'ils ont une proximité et entretiennent des liens avec les villes du fiel obscur de Skragroth. Ces derniers sont d'ailleurs leurs fournisseurs majoritaires pour les matériaux nécessaires à leurs inventions. Ils utilisent aussi parfois des grottes réparateurs pour s'occuper des plus petits mécanismes que les Uruk trop massifs ne peuvent manipuler. Ce qui caractérise aussi les hurleurs, c'est leur paresse légendaire. Toujours en quête de la solution la plus facile, ils épargnent souvent leurs ennemis en amont de leur terre, car ils sont juste trop paresseux pour monter. Ils préfèrent attaquer celles qui se situent en aval, où ils peuvent déchaîner leurs armes mécanisées sans trop d'efforts. Ils détestent aussi bien sûr marcher, et développent donc des armes de tir massifs pour éviter de devoir s'épuiser au combat rapproché. Seuls les wags les plus féroces parviennent à les faire courir. Et encore, seulement quelques instants. Mais malgré cela, ils sont tout de même reconnus comme les plus grands artilleurs et snipers de la destruction. Enfin, il y a le clan des Skranopandres, des Cruel Boys, originaires de Kitinia, un sous-monde de Shaish, le royaume de la mort. Autrefois, cette région était habitée par des spectres d'une culture vénérant des insectes et voyant leur esprit de ruche comme un symbole d'industrie. Depuis, les esprits originels ont disparu, remplacés par ces Uruk. Mais les créatures qu'ils vénéraient demeurent. Dans ces marécages, des insectes gigantesques, comme des mégapèdes, prolifèrent, tandis que des espèces plus petites, mais mortelles, infestent cet environnement. Les Skranopandres ont fini par se consacrer entièrement aux insectes, et ce dans tous les aspects de leur vie. Ils vont jusqu'à dormir dans des nids grouillants de créatures rampantes, ou à se tatouer avec des motifs leur ressemblant. Parfois, ils tentent même de monter ces insectes géants au combat. Mais ils les utilisent surtout principalement pour récolter leur poison. Certains ont un rôle rituel, comme ceux consommés par les jeunes lors de rites de passage pour les plonger dans le coma, alors que d'autres servent à stimuler la férocité des bêtes de guerre des Cruel Boys. Leur mode de vie étrange alimente de nombreuses rumeurs. Ils semblent ironiquement mépriser les araignées, qu'ils ne considèrent pas comme de véritables insectes, ce qui est techniquement vrai biologiquement, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui leur a mis la puce à l'oreille. La plupart des ogres appartiennent aux tribus de la gueule, et on les sépare généralement en deux catégories. D'un côté, les mange-guerres, des ogres assoiffés de sang, et de l'autre côté, les hors-de-givre, des ogres qui ont été maudits il y a bien longtemps et sont suivis par un hiver éternel. Parmi les tribus les plus puissantes des mange-guerres, il y a les Point-Viandards. Leur premier tyran se nommait Grawl Point-Viandard. Il aurait acquis sa grande réputation en arrachant à main nue les intestins du Titanox Gurish, une créature légendaire qui serait le primogéniteur de tous les Rhinox. Consommer la bête lui aura conféré une force et une résilience sans égale, des traits qu'il aurait transmis à ses descendants. C'est pourquoi les membres de cette tribu teignent leurs mains en rouge dans des chaudrons de sang bouillant pour commémorer leur ancêtre. Aujourd'hui, ils sont la plus grande et la plus puissante des tribus mange-guerre. Et de par le fait, ils revendiquent les meilleures terres de chasse et absorbent rapidement toute autre tribu de la gueule qui les défie. Le tyran actuel des Point-Viandards se nomme Glob Glittermaw. Il gouvernerait la tribu presque aussi bien
que le grand et fort Growl. On le reconnaît aux robes cramoisies qu'il porte et à ses dents remplacées par des pierres précieuses qui seraient en fait des pierres de royaume. Glob incite ses suiveurs à économiser leurs trésors plutôt que de les manger immédiatement. Sous son règne, les points viandards ont non seulement augmenté en nombre, mais aussi en richesse et en prestige. Équipés des meilleures armes qu'on puisse acheter, ils se louent souvent comme mercenaires à des prix exorbitants. Cette grande richesse a rendu les ogres des autres tribus assez jaloux. Vient ensuite la tribu des gosiers de sang. Ces ogres pourraient être à l'origine des nombreuses rumeurs sur l'existence de vampires ogres. Ses membres ont constamment des joues rouges et des ventres gonflés, couverts en permanence d'ichor séché. Ils préfèrent la viande crue et sanguinolente, avalant du sang frais avec la ferveur de fidèles en pleine communion sacrée. Et ils considèrent que cuire la nourriture en altère la puissance. Leur odeur est réputée pour être épouvantable, semblable à des charognes en décomposition. On peut les trouver majoritairement à Akshi, au-dessus d'un lac souterrain de sang en ébullition. Un lieu nommé la Gorge du Boucher, qui est un lieu sacré, et qui serait censé contenir l'une des côtes brisées et toujours sanglantes de Gorka Morka. Des pèlerins venus d'autres tribus de la Gueule viennent s'y baigner, et les bouchers boivent régulièrement ces eaux macabres pour se rapprocher de l'esprit de la Gueule. Leur vision prophétique serait d'ailleurs aussi bien plus précise que celle des autres bouchers, et leur concoction bien plus puissante. Cependant, certains soupçonnent une influence plus rouge que verte d'avoir corrompu les gosiers de sang, car dans leur quête de viande fraîche, on les voit souvent se battre aux côtés des légions de cornes. Il y a aussi la tribu des Outrepenses, des ogres très pâles dont la salive jaune-verte est empoisonnée et dont les dents peuvent broyer la pierre. Ces ogres ont aussi la particularité d'être troglodytes et de vivre dans les profondeurs de la terre. Durant l'âge du chaos à Ulgu, le royaume des ombres, ils ont combattu les Doardins de Karak Fulgar, qui sont allés se réfugier plus profondément sous terre, armant les parois de leur forteresse souterraine d'armes à poudre noire et pensant être en sécurité. Mais un à un, leurs derniers bastions tombèrent face aux créatures cauchemardesques que sont les Outrepenses. Grâce à cette guerre, ces ogres apprirent vite à utiliser les armes à poudre noire contre leurs créateurs. Et maintenant, le grand bastion où ils résident se trouve être anciennement la cité de Karak Fulgar. Contrairement aux autres tribus, les Outrepenses ne marchent pas vers le chemin de la Gueule. Au lieu de cela, ils creusent. Des générations sous terre leur ont permis d'apprendre à ronger la roche. Et lorsqu'un obstacle est trop massif ou trop dur à manger, leurs explosifs le réduisent en morceaux faciles à avaler. Au combat, comme on peut l'imaginer, leur tactique est très simple. Profiter de l'abondance de poudre noire et de canons dont ils disposent. Ce qui a poussé ces ogres à développer une industrie et travailler sans relâche pour entretenir l'un des plus grands arsenals jamais assemblés. Ensuite, parmi les plus grandes hordes givres, se trouve la tribu des têtes de roc, un surnom qui leur a été donné par les autres tribus, mais ils se nomment eux-mêmes les Svardes, ce qui veut dire les inébranlables. Cette tribu étant poursuivie par les tempêtes de l'hiver éternel, sous forme de grêle grosse comme un poing, seuls les plus robustes peuvent y survivre. Leur habitude de manger de la pierre et du métal a renforcé leurs os. Et bien qu'ils soient techniquement une petite tribu comparée aux autres, ils se considèrent comme le summum de la résilience des ogres. Leurs montures partagent aussi cette endurance, car leur maître des bêtes ne sélectionne que les plus féroces mastorocs et morts-necros de leur fosse d'élevage. Mais, une fois sélectionné, un lien très fort lie la bête à son cavalier. Il scelle ce lien par un rituel nommé le Yurask Or, une cérémonie où le cavalier et sa monture échangent un morceau de graisse découpé sur l'autre et le mangent, ce qui créerait un lien impossible à briser. Le chef actuel des Svardes se nommerait Bragot Vardruk, et étonnamment, il serait né durant l'âge des mythes. La raison pour laquelle il est encore vivant à ce jour est qu'il a été piégé dans la glace à cause d'une ruse de ses ennemis elfes. Il est resté figé pendant des siècles jusqu'à ce qu'un éclair égaré, déclenché par la tempête de Sigmar, le libère. Peu après s'être réveillé, il a été furieux d'apprendre que les Svardes devaient désormais se soumettre à la tribu des poings viandards. En signe de défi envers cette tribu, il a décidé de brûler son poing droit et déclencher une guerre civile pour dominer tous les ogres. De nombreux autres ogres têtes de roc, ainsi que des ogres venant d'autres tribus qui voulaient se joindre à cette rébellion, ont eux aussi reproduit son geste et ont brûlé leur main droite pour afficher leur allégeance. Une autre tribu des hordes givres est celle des ventres foudres. Pour eux, l'hiver éternel semble se manifester sous la forme d'un ouragan hurlant et qui les poursuit sans relâche.
Les ventres-foudres ont appris à ne jamais s'arrêter pour ne pas se laisser rattraper. Ils s'appellent eux-mêmes les Olwir, dans leur propre langue, le Svoringar. Cette tribu parcourt sans cesse les routes célestes de Shamon, le royaume du métal. Ils sont connus pour embrocher leurs proies et les dévorer, sans même descendre de selle, ou sans même s'arrêter, tout en criant et chantant bruyamment par-dessus les vents assourdissants. La plupart de ces ogres chevauchent des morts-necros à fourrure noire, et qui semblent être très sensibles aux tempêtes alchimiques de Shamon, des phénomènes naturels du royaume du métal, que les ventres-foudres ont appris à chevaucher pour gagner de la vitesse et distancer l'hiver éternel. Au fil des siècles à passer au milieu des tempêtes, les Olwir ont étrangement développé un goût pour la foudre, ce qui les a menés aussi bien à affronter certaines forces du chaos que de l'ordre. Ils rivalisent souvent avec des dragons ogres, qui parcourent aussi les routes célestes, chacun cherchant à s'approprier l'énergie des tempêtes lointaines. Aussi, la viande de foudre des éternels de l'orage mourant possède aussi étrangement une saveur grillée qu'ils apprécient, et leur mystique prétend pouvoir piéger leur esprit crépitant dans les nuages tumultueux de l'hiver éternel, pour ensuite les verser plus tard dans leur chaudron et les utiliser dans leurs différentes concoctions. Depuis des années, les 6 forgerons immortels, apprentis de Grogny, s'efforcent à créer une armure capable de percer leurs nuages. Enfin, il y a la tribu des morts de froid, des ogres blancs comme la mort, rôdant à travers le brouillard. En Svoringar, ils se nomment les Fraya, les chasseurs invisibles, et leur force réside dans leur patience. Avant de jeter une seule lance, ils laissent l'hiver éternel être leur première arme, car les brumes hivernales isolent facilement leurs proies vulnérables et leur gèlent les os. Ceux qui tentent de s'échapper du brouillard aperçoivent vite les éclats des dents des monstres à longues dents qui les encerclent. Et bien vite, leur embuscade implacable les élimine un à un. Là où les autres tribus cherchent à s'éloigner le plus possible de l'hiver éternel, les morts de froid, isolés et mystérieux, frôlent ces bords, portant des vêtements pâles et élevant des bêtes à fourrure blanche pour mieux se camoufler dans la neige. Beaucoup d'ogres vivant parmi eux sont couverts de glace, et ont fini par préférer se nourrir de viande gelée plutôt que de la cuire sur un feu ouvert. Cette tribu vénère l'hiver éternel comme le souffle de Gorka Morka, et après chaque festin, ils laissent toujours quelques captifs vivants pour que la tempête éternelle les engloutisse. Les méga-gargants des fils de Behemat sont organisés dans ce qu'ils appellent des piétines, c'est-à-dire que leurs échelons a plus ou moins une forme de pied. Ceux qui sont tout en haut sont ce qu'on appelle le gros talon, en dessous de lui il va y avoir le sous-talon, puis les marcheurs au niveau des doigts de pied. Ce qui va vraiment différencier les méga-gargants entre eux, cela va moins être leur tribu et plus la voie qu'ils ont choisi de suivre. Les plus connus sont celles des casse-bêtes, des manches-kraken, des piétineurs de guerre et des brise-portes. En fonction de la voie qu'a choisi le chef d'une piétine, cela va aussi affecter un peu le fonctionnement et le comportement de la tribu. Les casse-bêtes, comme leur nom l'indique, ont pour objectif de trouver les plus grandes créatures des royaumes mortels et les vaincre en combat singulier. Les manches-kraken ont la particularité d'être assez solitaires. Ils sont connus pour leur grande curiosité et pour leur désir de réunir toutes sortes d'objets et de trésors. Il leur arrive même de trouver des artefacts et finissent même par comprendre leur fonctionnement en les étudiant longuement. Leur intelligence au-dessus de la norme pourrait être due à leur régime, car les manches-kraken sont souvent en mer et donc amenés à chasser des kraken, des créatures aussi assez intelligentes. Ils auraient pu donc hériter de celles-ci soit par les bienfaits de leur viande, ou peut-être par une sorte de sélection naturelle, car pour survivre à ces créatures, il faut soi-même faire preuve d'un tant soit peu de ruse. Les piétineurs de guerre, quant à eux, sont constamment à l'affût du bruit et de l'odeur de la guerre. Ils mènent une vie nomade, toujours à la recherche de conflits à rejoindre, et ne se soucient absolument pas du côté pour lequel ils combattent. Ce sont des experts de la guerre qui utilisent leur force brute pour écraser leurs ennemis. On aurait vu les plus rusés d'entre eux prolonger des guerres pour continuer à se battre en changeant de camp lorsqu'un conflit semble s'approcher de la fin. Ils collectionnent les trophées de leur victoire comme des armes plantées sur leur peau ou des objets de guerre récupérés, et fabriquent des armes primitives mais efficaces. Enfin, les brise-portes ont la réputation d'être les plus cruels des méga-gargants. Ils semblent passionnés dans la destruction des villes. Ils prennent des trophées comme des cloches ou des pierres tombales, des villes qu'ils anéantissent. En combat, ils utilisent des débris de bâtiments détruits, souvent attachés à des chaînes, pour créer des fléaux puissants qui sont de redoutables armes de siège. Leur motivation vient de 3 choses: se nourrir, dominer les habitants et se venger de la mort de leur ancêtre, Behemat. Une motivation que le roi Brod
incarne plus que tout autre. Il est considéré comme le plus ancien des méga-gargants et aurait été là lorsque Behemoth, le supposé géniteur de leur race, les aurait vomis. Behemoth a fini par être corrompu par le chaos pendant le long sommeil qui a suivi son combat contre Sigmar. Et suite à cela, il a été abattu par les éternels de l'orage. C'est pourquoi Broth a une immense rancune envers les Sigmarites. Et il a d'ailleurs commencé à réunir une vaste armée, pas seulement constituée de méga-gargants, mais aussi de différents peuples de la destruction. Ce qui en fait une armée redoutable, même sans ses renforts. Car lorsqu'on sait qu'un seul méga-gargant est équivalent à une petite armée, une armée entière de méga-gargants a très peu d'égal. Voilà donc qui conclut cette présentation de toutes les sous-factions de la destruction. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de mettre un petit pouce vers le haut et surtout de mettre un commentaire. Ça aide énormément la chaîne et c'est plus qu'apprécié. Aussi, merci infiniment à ceux qui utilisent le lien partenaire dans la description et aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.